Donc, je vais vous présenter le déroulement de la journée, malgré les contraintes de temps. Dans une première partie, donc, comment dirais-je, nous donnerons la parole à deux de nos invités. Il s'agit bien sûr de Seybani Sougou, qui est aussi très connu au niveau de la diaspora. Il y a également M. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui va également réagir par rapport à l'événement. Et puis ensuite, on donnera la parole à Pape Alénian. Et puis bien sûr, les invités et l'ensemble du public qui souhaite intervenir. Donc avant de commencer, je souhaiterais quand même, si vous ne l'avez pas encore fait, d'éteindre votre téléphone ou bien de le mettre sous vibreur. C'est pour le confort, je pense, de tout le monde. Donc, comment dirais-je, je vais donner directement la parole à M. Seybani Sougou. M. Seybani Sougou, je rappelle, donc, est un juriste dans une institution politique à Paris. C'est un citoyen engagé. Lui-même, il se définit comme étant un citoyen engagé sur les problématiques de justice, de démocratie et de bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, effectivement, il est venu nous parler de l'OFNAC. À vous, M. Sougou. Scandale du coup. Je tenais également à remercier tous nos compatriotes qui se sont déplacés massivement, ce qui témoigne effectivement que les questions de démocratie, de justice et de bonne gouvernance sont au cœur effectivement des préoccupations de nos concitoyens. Pour entrer dans le vif du sujet, mon intervention sera axée principalement sur le fonctionnement de l'OFNAC. Pourquoi? Parce que l'objet n'est pas de revenir sur le scandale du coude qui a fait l'objet de très nombreux développements au niveau de la presse. Papa Alénian aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Mais c'est surtout de mettre en avant un aspect qui est méconnu. Dans quelles conditions l'OFNAC produit ses rapports? Donc l'objet de mon intervention sera de démontrer que le rapport qui a été produit par l'OFNAC en 2014-2015 est un rapport qui est crédible, un rapport qui est indépendant et un rapport qui est impartial. Comme vous le savez, l'OFNAC a été créé par la loi 2012-30 du 28 décembre 2012. L'OFNAC est une autorité administrative indépendante. Ce statut juridique est intéressant. Pourquoi? Je vais essayer de faire le parallèle avec l'inspection générale d'État, qui est une institution très connue. L'inspection générale, une autorité indépendante, administrative indépendante, c'est une autorité qui agit en dehors de toute instruction. C'est-à-dire que l'OFNAC ne reçoit l'instruction d'aucune autorité. Par opposition à l'inspection générale d'État, l'inspection générale d'État est créée par le décret 2007. L'article 1er précise que c'est une institution administrative qui est placée sous l'autorité directe et exclusive du président de la République. Cela veut dire qu'au niveau de l'IGE, vous avez déjà une tare congénitale. Tous les rapports qui sont produits par l'inspection générale d'État sont destinés exclusivement au président de la République. Or, quand vous avez l'OFNAC, l'OFNAC est une autorité administrative indépendante, comme je l'ai dit tantôt. L'OFNAC a des pouvoirs d'autosaisine, elle a des pouvoirs de saisine des autorités judiciaires, ce qui n'est pas le cas de l'inspection générale d'État. Au niveau, comment, par exemple, le rapport du CROUD a été produit par l'OFNAC. L'OFNAC, en fait, a un référentiel, elle travaille sur la base d'investigation, elle fait des enquêtes. Les membres de l'OFNAC sont au nombre de 12. Donc on a toujours voulu présenter l'OFNAC en mettant en avant la présidente de l'OFNAC, mais telle qu'elle est organisée, l'OFNAC est composée de 12 membres, dont une présidente, un vice-président,
tous les membres de l'OFNAC, en fait, sont assujettis à un principe simple. Ils doivent faire une prestation de serment au niveau de la cour d'appel. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une présomption d'indépendance et d'impartialité. Il y a une forme de solennité que l'on ne retrouve pas d'ailleurs au niveau de l'IGE. Je rappelle qu'au niveau de l'IGE, par exemple, tout le programme annuel de vérification doit être transmis au président de la République qui le valide. Ce n'est pas le cas de l'OFNAC. L'OFNAC, elle a le pouvoir d'autosaisine. Elle est organisée, elle a ce qu'on appelle un bureau de plainte. Ce qui s'est passé avec le COUD, c'est d'ailleurs sur la base d'une dénonciation que l'investigation a débuté au niveau du COUD. Donc là, vous avez quand même une organisation qui est totalement différente des autres. C'est pour cela qu'il est important que les Sénégalais sachent qu'il y a une originalité de l'OFNAC par rapport à la fois son organisation et ses méthodes de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le rapport de Cheikh Oumar Anne qui a été produit par l'OFNAC? C'est un rapport d'abord qui a eu pour origine une dénonciation. Tout citoyen peut faire une plainte au niveau de l'OFNAC quand il y a une présomption d'infraction. C'est ce qui s'est passé. Et lorsque l'OFNAC a été saisi, immédiatement, elle a lancé une mission de vérification et d'enquête. Cette mission, elle a abouti à effectivement à mettre en lumière un certain nombre d'infractions, de détournements. Je rappelle par exemple que si vous lisez le rapport de l'OFNAC de 2014-2015, vous allez voir qu'effectivement, on vous dit qu'il y a des subventions d'un montant de 454 millions qui ont été allouées de manière sans aucune base légale, puisque toute subvention qui est allouée doit l'être avec l'autorisation du conseil d'administration, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez également un montant de 89 millions qui a été alloué pour une cérémonie de visite du président de la République, qui est venu de manière totalement illégale. Vous avez également un agent, la Fatim Ndiaye, qui est un agent qui est décédé et qui a été quand même intégré dans le fichier du personnel du COUD à titre posthume, ce qui constitue quand même des infractions qui sont d'une extrême gravité. Il y a aussi que le rapport de l'OFNAC de 2014-2015 met en lumière une recommandation numéro 5. Dans l'exercice de leur mission, ils ont été confrontés à des menaces et à des entraves. Ça, il faut le signaler. C'est marqué expressément dans le rapport. Et donc, c'est la raison pour laquelle la recommandation numéro 5 du rapport de l'OFNAC précise qu'il ne doit, que M. Cheikh Oumar Anne, qui est directeur de l'OFNAC à l'époque, ne doit plus exercer aucune fonction dans un organisme public. On voit bien que le chef de l'État l'a nommé, malgré tout cela, ministre quand même de l'enseignement supérieur. Je rappelle également que les membres de l'OFNAC ne peuvent pas, c'est l'article 9 qui le précise, ne peuvent ni être poursuivis, ni être jugés, ni être recherchés, encore moins être arrêtés. Cela veut dire que l'OFNAC présente des garanties d'impartialité et d'indépendance qu'on ne peut pas retrouver au niveau des autres organes de contrôle. Je l'ai rappelé tantôt que malgré le prestige qui est attaché au corps de l'IGE, c'est un corps quand même qui est prestigieux, l'IGE n'a pas d'indépendance puisque les 2/3 des membres de l'IGE sont cooptés par le chef de l'État, ce qui n'est pas le cas de l'OFNAC. Donc vous avez quand même là, en tout cas, des éléments qui prouvent que cet organe, lorsqu'elle produit des rapports, elle le produit de manière tout à fait scientifique. Je rappelle d'ailleurs que les membres de l'OFNAC, ce sont des gens qui sont issus de la section des recherches. Ce sont des colonels de gendarmerie, ce sont également des magistrats. Vous savez que la section des recherches, elle a été à l'origine de l'arrestation du député Bougazeli sur une affaire de trafic de faux billets. Ça veut dire que
ce sont des gens qui travaillent de manière extrêmement sérieuse et indépendante. On ne peut pas douter des enquêtes et des investigations qui sont faites, puisque les personnes qui sont présumées avoir commis des infractions, lorsque l'OFNAC fait ses enquêtes, c'est sur la base d'un procès verbal. Donc il y a une déposition écrite, comme à la police, où les gens sont censés répondre à des questions assez précises. Et donc c'est à l'issue de ce procès verbal et d'un travail de recoupement et de vérification qui est validé par l'Assemblée des membres. Je précise que c'est une assemblée de 12 personnes qui valide les rapports de l'OFNAC. Ce n'est pas la présidente de l'OFNAC comme on tente de le faire passer au niveau de la presse où il y a une focalisation sur Mme Nafi Keïta. Mme Nafi Keïta a une fonction de représentation. Elle représente l'institution, ce n'est pas elle qui produit les rapports. D'ailleurs, je signale que l'article 11 portant création de l'OFNAC précise que pour que les rapports de l'OFNAC soient transmis au procureur de la République, les deux tiers des 12 membres doivent obligatoirement les valider. Donc vous voyez quand même ce qui explique. Merci monsieur Sougou, on peut l'applaudir quand même parce que je pense qu'il nous a livré un certain nombre de connaissances. Et c'est très important parce que devant en tout cas une recherche, un livre aussi important, je pense que c'est important que les gens aient les bonnes informations. Comment dirais-je, on voit quand même que l'OFNAC, c'est une structure quand même qui a à son sein des gens compétents, qui a des pouvoirs qui lui sont propres. La question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi ça ne fonctionne pas quoi? Ça, je vous laisse le dire. C'était juste une remarque et je pense que Pape Alé va répondre tout à l'heure quand il va prendre la parole. Donc, cher Ahmed Tidiane Youm, avant de vous donner la parole, je rappelle que M. Youm donc, est membre du directoire du PUR, il est juriste, et puis il est responsable national de la stratégie et vie politique du PUR. Le PUR, donc, c'est le parti de l'unité et du rassemblement. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit? D'abord, merci à Pape Alé de m'avoir fait cet honneur de participer à cette cérémonie de dédicace de son livre. Je remercie également l'organisation qui nous a encore accueillis tout à l'heure et qui nous ont mis dans de très bonnes conditions. Également, je salue le public, la diaspora s'y présente, extrêmement préoccupée par les destinées de notre pays, le Sénégal. Samedi, se déplacer le samedi en France, c'est pas très évident. Ceci dit, je tenais à dire à Pape Alé que le PUR et son président l'encouragent. Le PUR et son président lui témoignent de son soutien. Ceci dit, il convient cependant de préciser que le métier, le travail qu'a abattu Pape Alé est un travail extrêmement important. Moi, je ne rentrerai pas, même étant juriste, je ne rentrerai pas dans la technicité du droit. Je serai assez bref également. Mais je préciserai ceci. Le travail d'investigation est un travail extrêmement important. Les journalistes d'investigation sont les garants du bon fonctionnement de la démocratie. Il faut les protéger. Il faut les encourager. Les journalistes d'investigation sont les garants de la probité publique. Nous avons vu récemment plusieurs cas, aussi bien en Europe que dans le continent américain. Il y a les Swisslick et tant d'autres affaires qui ont été révélées par des lanceurs d'alerte, en même temps par des journalistes d'investigation. Donc c'est un travail extrêmement important qu'il faut protéger. Et il convient de préciser que pour faire ce travail, il faut être assoiffé de justice. Il faut de la pugnacité. Il faut aimer la transparence.
Et je pense que nous pouvons tous témoigner cela à l'égard de Pape Ali, puisqu'il a fait un travail excellent, aussi bien après l'élection du président Macky Sall qu'avant même son élection. Il a eu à participer, à éclairer les Sénégalais sur tout ce qui se passait et que les Sénégalais n'étaient pas censés savoir. Donc ils ont joué un rôle extrêmement important. Donc il faut les protéger, il faut les encourager, c'est important. C'est un métier, d'ailleurs hier, c'est furtivement, par tout hasard, que j'ai visionné une conférence de presse qui avait été organisée par des soi-disant avocats, si tentés, ils se sont présentés comme des avocats de M. Cheikh Oumar Anne. À un moment donné, je me suis dit non, je n'ai pas le temps, puisque quand j'ai vu le temps que ça a duré, c'était 1h20, 1h15, quelque chose comme ça. Je me suis dit non, enfin, j'ai autre chose à faire que de regarder ça. Je me suis dit autant de regarder. Quand j'ai commencé à visionner la conférence de presse, ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai tout fait une comparaison entre cette conférence de presse et le Parlement du rire de M. Gou. Et je suis très sincère. C'est le sentiment qui m'a animé tout de suite. Je me suis dit non, ce sont des avocats. Pour certains, on les connaît, pour d'autres, on les connaît peut-être pas très bien. Ils ont commencé à parler du livre de Pape Ali. J'étais extrêmement surpris, sauf que le Parlement de Gou et ses acolytes, ils ont une certaine prestance. Ils sont éloquents. Ce qui n'est pas forcément le cas de ces avocats que j'ai entendus hier. Cependant, ils avaient un objectif commun, c'est de faire rire leur public. Et croyez-moi, personnellement, je n'ai pas arrêté de rire durant tout le temps que je regardais cette conférence de presse. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de sérieux dans notre pays. Je reviens juste pour revenir sur le travail qui a été réalisé par Pape Ali. C'est un travail d'investigation. Effectivement, il s'est basé sur le rapport de l'OFNAC, il l'a repris, mais au-delà même du livre, nous entendons tous les mercredis ces chroniques. Et ça, c'est le fruit d'un travail d'investigation approfondie. C'est le fruit d'informations documentées, recoupées et sourcées. Et ça, c'est extrêmement important, des champs comme ça pour la société sénégalaise, puisque c'est un métier très compliqué. Et cela me rappelle l'assertion d'Albert Londres. Albert Londres est l'un des plus célèbres journalistes d'investigation durant l'entre-deux-guerres. Il disait ceci pour définir le métier. Il disait, ce n'est pas un métier pour faire plaisir. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il s'agit de planter la plume dans la plaie. Il s'agit de planter la plume dans la plaie. Autrement dit, il s'agit de mettre les problèmes sur la table. Et là, Pape Ali, il l'a fait. Il a mis les problèmes sur la table. Et des problèmes aujourd'hui, il y en a au Sénégal. Si nous revenons un peu en arrière, au moment où M. Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, faisait sa campagne, aussi bien avant 2012 qu'après, au moment de la campagne présidentielle récemment que nous avons connue. Il avait un discours, je pense que c'est pas la peine que je revienne, Pape Ali reviendra, mais il était assoiffé de transparence. Assoiffé de transparence, et d'ailleurs, c'est cette soif de transparence qui l'a poussé à mettre en place l'OFNAC. Mais cependant, ce qu'il ignorait, c'est qu'en fait, l'OFNAC allait faire sérieusement son travail. Il pensait peut-être, parce que ce qu'il faut surtout prendre en considération, Macky Sall, quand il parle, il ne parle pas aux Sénégalais, il parle à l'opinion internationale. Afin que l'opinion internationale voie ce qu'il fait, il a mis en place des mécanismes de lutte contre la corruption,
contre la fraude, contre l'enrichissement illicite. Il a activé le crédit. Donc tout ça, c'est une façon de parler à l'international, puisqu'il n'y croit pas. S'il y croyait, tous ces mécanismes de lutte, il allait les appliquer, il allait les faire fonctionner. Et donc c'est un régime aujourd'hui qui a exacerbé tous les maux de la société, qui a ramené les contre-valeurs, le mensonge, tout ce qui nuit à l'intérêt collectif. Et c'est pourquoi moi je pense qu'il faut que tous les partis politiques, à commencer par le nôtre, que nous prenions nos responsabilités. On ne peut pas être dans un parti qui, à longueur de journée, foule les principes républicains, l'éthique, la morale, et se dire, le jour où je serai aux destinées de ce pays, je vais faire autrement. C'est impossible. Donc le travail se fera en interne. Le travail se fera au niveau des partis politiques. Merci. Et je terminerai juste, et c'est très important, par une citation de Hannah Arendt, politologue, journaliste allemande, qui disait que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat, ce n'est pas que vous croyez à ces mensonges, mais que personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne croit plus en rien, c'est un peuple qui ne peut pas se faire d'opinion. C'est un peuple dont la capacité d'agir, la capacité de juger, la capacité de penser a été sacrifiée. Et ce peuple-là, on doit en faire ce qu'on veut. Et j'espère que mon peuple n'en est pas encore là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Comment dirais-je, vous avez soulevé quand même des problématiques assez importantes. Transparence, l'investigation. J'espère que ça va nous affecter, nous tous les Sénégalais, pour atteindre l'émergence.